Vladimir Poutine a donc été réélu pour 6 années supplémentaires au Kremlin, selon des résultats qui sont quasi complets d'une présidentielle donc sans opposition. Ça ressemble davantage à un plébiscite. C'est une Russie consolidée par sa victoire et qui ne se laissera pas intimider par ses adversaires. C'est en substance ce qu'a dit le président russe. Il est au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, plus de 87% des suffrages après dépouillement de plus de 99% des bureaux de vote. Elle est quasiment à la totalité. Sachant que la participation est aussi élevée, on est au-delà de 70%. Et puisqu'on est dans les chiffres, sachez que Vladimir Poutine a 71 ans. Et donc, il peut aller jusqu'à une mandature ou un règne, je ne sais pas comment les choses peuvent être qualifiées, qui dépasse peut-être Joseph Staline, sait-on jamais. On va poser la question d'ailleurs à Jean-Robert Raviot, qui publie le logiciel impérial russe. Il faut comprendre, entrer dans la mentalité de cette Russie, même si on essaie de le faire depuis 2 ans, cela n'excuse rien, mais cela explique tout peut-être de la guerre qui se déroule en Ukraine, sachant que l'été va arriver et que les choses vont peut-être se dénouer à ce moment-là. Là aussi, beaucoup de questions. C'est aux éditions de l'Artilleur. Jean-Robert Raviot est professeur en études russes et post-soviétiques à l'université Paris-Nanterre. Bonjour Jean-Robert Raviot. Bonjour. Alors ces résultats, d'abord en premier lieu, comment les interprétez-vous ? Bien, c'est le triomphe de ce que j'appelle l'autoritarisme plébiscitaire, c'est-à-dire que contrairement au principe démocratique de l'alternance en Russie, on est dans un système autoritaire plébiscitaire où les élections ne servent pas à sélectionner les dirigeants, mais à conforter le pouvoir en prouvant sa légitimité pour consolider l'État. Donc à la fois dans les résultats, dans le déroulement de cette élection et dans le discours que Poutine a prononcé hier, on retrouve tout ça. Consolidation de l'État, impératif de la consolidation de l'État dans le contexte d'une guerre, de l'engagement russe dans la guerre en Ukraine. La Russie ne peut pas se permettre, écrivez-vous, d'être un État faible. Alors justement, la conjuration de l'État faible, je pense que c'est la trame qu'il faut bien comprendre dans toute l'histoire de la Russie. C'est ce que le logiciel impérial, c'est pas seulement la volonté de puissance d'un État qui se constitue autour de Moscou à partir de la fin du XVe siècle et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, mais aussi la conscience par ses dirigeants que cette entreprise de constitution d'un État russe autour de Moscou est une entreprise risquée, difficile, et que l'État russe est faible aussi de par sa constitution géopolitique elle-même. Grand territoire, difficile à peupler, conditions extrêmes de l'exploitation des ressources, difficulté à gouverner. Tout cela se retrouve au XVe siècle, au XVIIe, au XVIIIe, comme au XXIe d'ailleurs. Il y a une période clé, Jean-Robert Raviot, c'est le temps des troubles dans la psychologie russe. Absolument, le temps des troubles, c'est cette période qui suit le règne d'Ivan, la mort du tsar Ivan le Terrible. Au XVIe ? Presque au XVIIe siècle, à la toute fin du XVIe siècle. C'est une période de troubles politiques, de troubles économiques et de troubles dont va profiter le voisin polonais, c'est-à-dire le Grand-Duché de Pologne-Lituanie, qui va pratiquer des incursions dans la grande principauté de Moscou et même réussir à faire sacrer empereur un usurpateur sur le trône du Kremlin. Donc on est dans cette période qui sert de référence historiographique par la suite. Et on parle aujourd'hui de temps des troubles en Russie pour désigner toutes ces périodes où la Russie se retrouve affaiblie politiquement et le paye ensuite. Alors, le dernier temps des troubles en date, c'est les années 90 qui ont suivi la chute de l'URSS et temps des troubles contemporains auxquels aurait mis fin Vladimir Poutine. Vous dites aurait mis fin ou a mis fin ? A mis fin. Mais je me situe dans un récit, donc c'est historiographique, donc il n'y a pas seulement lui qui a mis fin à ce temps des troubles, il y a aussi le contexte géopolitique et économique aussi, la hausse des prix du pétrole au bon moment, qui a coïncidé avec l'arrivée de Poutine au pouvoir et qui a permis à la Russie d'engranger des bénéfices pour relancer sa croissance qui a pris une nette tournure dans les années 2000. Vous avez été directeur des collèges universitaires français de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Il y a longtemps. Aujourd'hui, vous pouvez aller en Russie, vous êtes invité. Alors, on ne peut pas aller en Russie en mission, puisque les sanctions contre la Russie qui sont appliquées en France, conformément à ces sanctions, nous ne pouvons pas nous déplacer, missionner par nos centres de recherche vers la Russie. Bien sûr, on peut y aller à titre privé. C'est plus compliqué, comme vous le savez, aller en Russie, ça suppose de prendre des vols avec escale, c'est un certain prix, un certain coût, et aussi c'est une certaine difficulté de faire du terrain de recherche dans les conditions actuelles. Il se pose la question maintenant de savoir ce que Vladimir Poutine va faire de cette victoire, qui n'est pas une surprise.
Alors, cette victoire n'est pas une surprise. Bon, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que Même si elle a 10 points de plus par rapport à la précédente Alors, élection. 10 points de plus, mais pas une grosse... Enfin, la participation est quasiment identique. Moi, je pense que dans le cadre d'un système comme l'autoritarisme plébiscitaire à la russe, les élections sont un test grandeur nature du bon fonctionnement du système politique. C'est-à-dire que pour le pouvoir, c'est une manière de tester d'abord ce que j'appelle moi la pyramide des allégeances, c'est-à-dire le système qui du sommet à la base constitue la verticale du pouvoir politique. On teste la loyauté, la compétence des chefs des administrations régionales, des gouverneurs, qui jouent un rôle essentiel. Mais c'est aussi un test grandeur nature du fonctionnement du parti, Russie Unie, parti du pouvoir, parti ultra-majoritaire, et du système électoral dans son ensemble, c'est-à-dire de tout ce que j'appelle l'administration politique du pays. Alors certains peuvent n'en font pas assez et se voient écartés ou sanctionnés, mais certains peuvent aussi en faire trop dans ce système. Et donc, je pense qu'effectivement, ces élections ont permis participent de l'observation par le pouvoir du fonctionnement du système en vue d'une évolution en fait du système, de l'élite du pouvoir. Je pense que ce qui se préfigure dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, c'est un renouvellement profond de l'élite du pouvoir en Russie, c'est-à-dire que Poutine va peu à peu substituer à l'ancienne garde prétorienne, comme j'ai dit, de nouvelles têtes, avec des critères, un double critère, un critère de compétence, triple critère de compétence professionnelle, critère d'absence de corruption, de trop grande corruption visible, et critère de loyauté politique. Et je pense qu'on va assister dans les mois et dans les années qui viennent, un renouvellement des élites politiques. Mais les élections, c'est aussi le moyen de connaître l'opinion publique. Alors, c'est pas inintéressant parce que, effectivement, là, on a vu des choses intéressantes se dérouler. On a vu des résultats intéressants. Alors, c'est un peu tôt parce qu'on n'a pas encore tous les chiffres définitifs, mais moi, j'observe que, par exemple, Moscou a voté très différemment du reste de la Russie. C'est sans doute le cas aussi pour d'autres grandes villes. Très différemment, c'est-à-dire moins fort. Poutine ferait moins 65% des voix, donc c'est moins de 20 points par rapport à la moyenne. Et il y a le candidat a dit, de la formation qui s'appelle les nouvelles personnes, je ne sais pas comment traduire ça, c'est le libéralisme du système, hein, c'est un parti du système mais légèrement plus libéral, incarné par un certain Davankov, a fait au moins 20% des voix. Alors ça montre qu'il y a quand même dans les grandes villes, dans la Russie métropolitaine, un besoin, une demande, certes minoritaire, mais tout de même suffisamment forte de renouvellement des élites et de libéralisation du système. Il y a des noms que vous connaissez qui pourraient émerger? Non. Moi, ce que je vois émerger, c'est un certain nombre de gens qui viennent absolument du système et qui sont même parfois les enfants ou les fils de ceux qui sont déjà en place. Le fils Patrouchev, le fils Kovalchuk, etc. Tous ces gens-là montent. C'est dynastique donc. Il y a une dimension dynastique et on la retrouve aussi dans les régions. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans les régions aussi la constitution d'une élite du pouvoir par transmission presque, je dirais pas, quasi dynastique, de père en fils. Ça peut être aussi père en fille, oncle, neveu, etc. Ces phénomènes de népotisme, au sens propre du terme, sont assez courants dans la Russie contemporaine. Jean-Robert Ravio, la famille de Vladimir Poutine est-elle intégrée au pouvoir? Alors, la famille au sens biologique du terme, pas du tout. Après, qu'est-ce que la famille de Vladimir Poutine, sachant qu'on le sait, il est divorcé, séparé de sa femme. Il a des filles. Il a au moins 2 filles. Les rumeurs disent qu'il a plus d'enfants. Enfin, ça, ce sont des rumeurs. J'ai aucune preuve sur la réalité de cette famille morganatique, si on peut dire. Élargie. Non, c'est quelqu'un, je pense, j'ai peu d'éléments biographiques très sûrs, mais ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui gouverne dans la solitude, avec un rapport assez distant, avec distance physique en tout cas, et puis, mais c'est quelqu'un qui s'appuie sur des loyautés très solides dans son entourage, et donc on pourrait presque considérer que ceux qui sont son entourage proche depuis presque 20 ans, même plus, depuis qu'il est au pouvoir, sont des points d'appui pour lui extrêmement importants. Ce qu'on observe, c'est une très grande continuité des personnes, justement. Mais ces personnes arrivent biologiquement en fin de course bientôt.
Hein. Et lui, vous l'avez rappelé, il a plus de 70 ans. Lavrov a plus de 70 ans. Enfin, la plupart des hommes qui sont arrivés, qui sont là, je dirais, la cohorte de Poutine au pouvoir, ont plus de 70 ans. Et il est temps de renouveler les cadres et de rajeunir pour la reconsolider l'élite du pouvoir. Et je pense que ça va être le mot d'ordre et la priorité de Poutine pendant ce sextennat. Le KGB, c'était l'équivalent de l'ENA un peu. C'est toujours le cas ? Ah non, ça n'a jamais été l'équivalent de l'ENA. Le KGB, c'est un service de renseignement. Ça a été aussi une police politique très étendue par l'époque soviétique. Mais on puisait les élites, c'est ça que je veux dire. Alors, par contre, ce qui est tout à fait notable, c'est que le KGB participait au système de sélection des élites et qu'aujourd'hui, le FSB, dans une certaine mesure également, alors, non pas de formation des élites. Hein. L'ENA, ça forme les élites, ça les sélectionne pas. Enfin, un petit peu, mais bon. Mais par contre, le FSB aujourd'hui, le rôle du FSB ou des organes de sécurité a été renforcé dans les processus, je dirais, qui amènent à la sélection des élites et qui sont relativement centralisés et qui se sont recentralisés depuis les années 2017-2018. J'avais écrit en 2018 une étude publiée pour l'IFRI qui s'appelle Russie, un système prétorien ou le prétorianisme russe, dans lequel je faisais le pari que ce système de centralisation de la sélection des élites et du renforcement de la composante sécuritaire allait gagner en force. Paris gagnait, si j'ose dire, mais c'était tout à fait observable et je dirais, la guerre en Ukraine a sans doute consolidé cette tendance, mais elle ne l'a pas inventée. C'est une tendance qu'on voit arriver depuis 2014, en fait. Est-ce que cela n'aurait pas été plus crédibilisant pour Vladimir Poutine d'avoir des opposants et qui jouent le jeu d'une élection à l'occidentale ? Puisque là, des pays, je crois que c'est la Grande-Bretagne qui disent ou la Pologne, également, je n'ai pas vérifié l'une ou l'autre des provenances, mais qui disent que l'élection n'est pas légale, tout simplement. Oui, bon, je pense que Vladimir Poutine s'attendait parfaitement à ce que les pays occidentaux considèrent cette élection comme illégale, irrégulière, illégitime, etc. Mais si j'ose dire, il s'en fout un peu, Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que d'abord, les 3/4 des pays de l'ONU vont reconnaître les élections en Russie et reconnaissent de manière absolument incontestable comme le président de la Russie. Ça fait pas l'ombre d'un doute, y compris en Occident. On est bien obligé de reconnaître que Poutine est le président de la Russie. On est dans un système, comme je l'ai dit, qui n'a rien à voir avec le principe démocratique de l'alternance. On est dans un système qui est conçu pour renforcer le pouvoir politique et renforcer le soutien de la population au pouvoir politique. Donc, ça fonctionne. Alors, évidemment, les résultats sont, je dirais pas truqués, et c'est pré-calibré, je dirais. Voilà. Je ne vais pas entrer dans le détail de la fabrication, mais les résultats sont effectivement un long processus qui commence non pas avec le vote, mais bien avant, dans je dirais, le conditionnement des électeurs, l'organisation des scrutins, etc. Mais pour vous, Jean-Robert Raviot, globalement, l'opinion russe fait confiance à Vladimir Poutine, même au-delà de l'idée de savoir s'il y a eu des fraudes ou pas. Oui, complètement. Je pense que l'opinion russe, elle est pas tranquille, hein, parce que d'abord, alors, elle est pas tranquille parce qu'il y a cette guerre, et je pense que ce que tout le monde a dans la tête en Russie en ce moment, c'est va-t-il y avoir une seconde vague de mobilisation parmi des conscrits pour envoyer sur le terrain ukrainien. Ça, je pense que cette question, elle est là. Et que Vladimir Poutine, qui est certes depuis 24 ans à la tête chef du Kremlin, il n'a pas été officiellement entre 2008 et 2012, parce qu'il était Premier ministre, mais tout le monde sait qu'en réalité, c'était lui qui était le vrai chef, si j'ose dire, dans le binôme avec Medvedev. Donc, cet électorat russe, dans sa grande majorité, n'est pas tranquille, et Poutine le rassure. Alors, ça peut paraître paradoxal d'un point de vue occidental, mais c'est parfaitement logique du point de vue russe. D'autant que, si j'ose dire, le discours occidental sur le caractère illibéral ou non démocratique du système n'a pas une grande portée en dehors, en Russie, en dehors de gens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà dans la critique ou déjà dans la protestation et opposition, qui sont d'ailleurs, dont la répression contre cette opposition est durement menée et s'est renforcée ces dernières années. Pourquoi ça n'a pas de portée ? Parce que tout simplement, les sanctions occidentales ont eu un effet absolument contraire à ce qui était voulu. On a voulu affaiblir Poutine en faisant ces sanctions, l'affaiblir économiquement, mais aussi l'affaiblir politiquement. On se disait, les sanctions vont appauvrir la population et la population va se retourner contre lui. En fait, ça a fait l'effet inverse parce que les sanctions ont été perçues comme dirigées non pas contre l'élite
du pouvoir, hein, contre Poutine, ses proches, ou les élites, les oligarchiques de la Russie, mais contre le peuple russe, contre sa culture, contre la langue, et ça a été très dur, je dirais très mal perçu. Et ces sanctions ont éloigné les Russes encore davantage de l'Occident tel qu'il pouvait être fantasmé par quelques-uns comme modèle de démocratie, comme référence ultime en matière de droits de l'homme ou de politique. Ça n'a pas amélioré l'image de l'Occident en Russie du tout. Quelle est la pertinence du discours « La Russie, rempart des valeurs traditionnelles contre la décadence de l'Occident, etc. » Alors ça, c'est le discours officiel, c'est un discours, je dirais, de nature totalement idéologique, hein, parce qu'il est, à mon sens, complètement déconnecté de la réalité. La Russie n'est pas une société conservatrice, c'est une société où les femmes avortent, où l'homosexualité, dont le caractère public n'est pas autorisé, elle est quand même, il n'y a pas de pénalisation, hein. On n'est pas dans une société ultramontaine, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, les valeurs traditionnelles, c'est un contre-discours, je dirais que c'est une manière de s'opposer à l'Occident et de dire, Poutine l'a dit d'ailleurs en ces termes, nous défendons les valeurs traditionnelles, nous sommes le vrai Occident. Tandis que vous n'êtes qu'un Occident décadent, etc. Alors ça, c'est totalement, pour moi, totalement idéologique. C'est un discours qui a pour objectif, sans doute, davantage comme cible le public occidental ou un certain public occidental plutôt que les Russes eux-mêmes. Bon, les Russes, ce qui marche en Russie, c'est le discours patriotique, hein, c'est le discours nous avons des valeurs, nous sommes un grand pays, une grande puissance, et nous continuons notre cheminement historique dans la continuation de la victoire de 45. Je pense que ça, c'est le discours qui fonctionne en Russie. Le discours plus religieux ou plus traditionnel est destiné à des franges beaucoup plus marginales de la société. C'est l'assimilation du passé, donc, hein, et non la récusation de ce passé qui a fait la force aussi du poutinisme. Ah oui, je pense que c'est la cooptation de tout le passé en essayant de construire un récit historique à partir de tout ce qui pouvait être considéré comme positif dans l'opinion, y compris la période stalinienne, hein. Donc c'est effectivement la mémoire historique ou la reconstruction d'une mémoire historique qui est la matrice de l'idéologie poutinienne en interne. Comment les choses peuvent-elles se passer, à votre avis, Jean-Robert Aviot, du point de vue du conflit ukrainien maintenant ? Écoutez, du point de vue du conflit ukrainien, la Russie est engagée, est trop fortement engagée pour pouvoir se désengager tout de suite. L'objectif ultime, je dirais, du pouvoir russe, c'est la capitulation de l'Ukraine. Et je pense que ça, les Occidentaux l'ont bien compris, et je pense que une des raisons pour lesquelles Macron s'est lancé dans cet agiotage sur la présence militaire occidentale au sol en Ukraine, c'est ça, c'est-à-dire qu'on craint, côté occidental, une progression encore et un risque de capitulation, donc on veut à tout prix éviter la capitulation. Donc, les Occidentaux vont peut-être se réinvestir, reste à savoir comment et avec quels moyens, ça c'est une vraie question, ce qui va se prolonger le conflit. Voilà. Alors donc, pour l'instant, je dirais que la ligne de front, elle correspond à quelque part, pour l'Ukraine, elle est difficilement acceptable. Pour le pouvoir ukrainien, elle est complètement inacceptable. On ne va pas rendre tous ces territoires qui sont occupés par la Russie. Plus de 20% du territoire de l'Ukraine de 91 sont occupés par les forces russes. Donc, si on trace la frontière là, c'est pas acceptable du point de vue de Zelensky et des élites ukrainiennes. Je ne sais pas si ça peut l'être pour l'Occident. Je pense que l'Occident s'accommodera de ce qu'il faudra au moment venu. Et pour la Russie, quel est l'objectif ? Est-ce que c'est de continuer ? Est-ce que c'est de s'arrêter là ? Alors, la population, l'opinion publique, elle est largement en faveur de l'arrêt de la guerre. Je pense, elle soutient Poutine, mais pas... C'est pas une question de Kiev, c'est tout simplement que la guerre s'arrête le plus tôt possible. Ça, c'était bien montré par certaines enquêtes qui ont été menées juste avant l'élection. On voit que les gens soutiennent l'opération spéciale, mais que plus la paix sera rapide, mieux ce sera. Cette guerre, elle est considérée comme à la fois nécessaire, inévitable, mais en même temps très malaisante, si j'ose m'employer ce terme. Pourquoi ? Parce qu'elle est menée contre les Ukrainiens. Alors, elle est menée contre l'Occident, qui sont donc l'argument selon lequel
pour une grande partie de l'opinion russe, donc c'est l'Occident qui est derrière l'Ukraine et qui pousse, etc. Donc c'est parfaitement légitime de se défendre. Dans ce cas-là, ça devient une guerre défensive contre la poussée occidentale, et ça c'est parfaitement, je dirais, Admis. légitime. Par contre, les gens qui sont tués, c'est des Ukrainiens. Et là, c'est un problème. Parce que, comme j'ai dit dans mon livre, j'ai essayé de voir cette formule. Sur La guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre existentielle, pour l'un et pour l'autre, pour la Russie comme pour l'Ukraine, et qui met aux prises deux ennemis intimes. Alors, je ne dis pas que c'est des frères, des cousins, etc. Ces métaphores n'ont aucun sens. Par contre, l'intimité des deux peuples, elle est réelle. Elle est marquée d'abord par une intimité, si j'ose dire, sociologique et démographique. C'est-à-dire qu'il y a un très très grand nombre, il y a des millions de personnes en Russie et en Ukraine qui sont à la fois d'origine russe et ukrainienne, ou d'origine mélangée, au point que c'est difficile de savoir exactement. Bon, voilà. Et puis, comme on peut le dire aussi, on a coutume d'opposer en Ukraine les russophones, les ukrainophones, etc. En réalité, avant la guerre, disons avant 2014, qui est la période où la radicalisation anti-russe en Ukraine va prendre le dessus, la majorité de la population était à la fois ukrainophone et russophone. C'est-à-dire qu'on a coutume d'opposer ces deux populations, mais en fait, il y avait un bilinguisme dans ce pays, en Ukraine. Le bilinguisme va perdurer, mais sans doute la société sera-t-elle Alors, plus le polarisée. bilinguisme va perdurer, non, parce que l'Ukrainien va gagner, parce que le Russe est banni de l'espace public, etc. Donc, logiquement, l'Ukrainien va prendre toute sa place, et le prend déjà. Ensuite, il y a effectivement maintenant une polarisation, je pense, bien plus forte entre l'Ukraine de l'Ouest et l'Est qu'avant la guerre. Et cette polarisation, elle va continuer, elle est renforcée par la guerre. Les jeunes ne sont pas encore mobilisés côté ukrainien Ah bon? pour aller au conflit. Il y a une partie de la population qui n'est pas encore mobilisée. Bah, ils essayent pourtant. Il y a des mobiliser. ressources encore de. Il y a de des défense. ressources, mais il y a des gens qui partent en masse. Ils quittent l'Ukraine, ils veulent pas aller se battre. On les comprend d'ailleurs, parce que c'est quand même envoyer des gens qui sont pas du tout préparés sur le terrain, ça veut dire une mort certaine. Effectivement, il y a pas mal de gens aussi qui échappent à cette mobilisation, et je pense que moi, je connais pas suffisamment la société ukrainienne pour vous répondre. Il y a des gens très bien pour ça, mais il y a effectivement des grosses tensions qui sont créées par cette mobilisation, et surtout, il y a une très grande peur là aussi du côté ukrainien. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé les sondages, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faudrait que ça s'arrête. Et le risque, si la Russie mobilise, c'est que l'Ukraine mobilise encore plus. Alors, évidemment, Si on est sur une, absolument, c'est logique. si on est sur une réplique après cette élection, et si Vladimir Poutine décide d'une mobilisation supplémentaire, le conflit. Alors, si les pays risque de occidentaux s'intensifier. donc mobilisent et envoient des troupes au sol, la Russie va mobiliser, et donc ça va accentuer la pression, et cette idée de Macron, elle va réactiver la guerre et réengager la Russie, ça c'est sûr. Donc, est-ce que nous sommes, c'est ce que les pays occidentaux doivent décider? Est-ce qu'on va pousser encore à la guerre et sacrifier encore quelques centaines de milliers d'hommes côté ukrainien et quelques dizaines de milliers côté russe, ou pas? C'est la vraie question. Merci beaucoup Jean-Robert Ravio, le logiciel impérial russe aux éditions de l'Artilleur. Je rappelle que vous êtes professeur en études russes et post-soviétiques à l'université Paris-Nanterre, et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.